la conférence inaugurale qui sera faite par le doyen Ndiaw Diouf et dont on aura l'insigne honneur d'écouter. Sous vos ovations nourries, merci d'accueillir comme il se doit le professeur Ndiaw Diouf. Sous vos applaudissements. Merci. Monsieur le ministre d'État, professeur Ismaïla Madior Fall, Monsieur le ministre conseiller juridique du président de la République, Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, professeur Joseph Diogbenou, Monsieur l'assesseur de la faculté des sciences juridiques et politiques, Monsieur le directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, Monsieur le directeur général du Centre de formation judiciaire du Sénégal, Messieurs les professeurs, je devrais dire mesdames, Messieurs les professeurs, pour faire genre comme l'aime mon ami Madame Fatou Camara, Monsieur le professeur Jacques Mestre, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de siéger avec moi au concours d'agrégation du CAMES après avoir présidé le jury du concours d'agrégation français. Quelle leçon d'humilité! Mesdames, Messieurs, chers collègues, les professeurs Diogbenou, Mayate Ndiaye Mbaye et Yaya Bodian ont décidé, c'est vrai de manière amicale, de prendre leur revanche sur moi. Comme on dit dans notre langage ésotérique, je les ai agrégés. Les deux en 2009, le troisième en 2013. Mais eux, ils tiennent à me désagréger aujourd'hui, en me demandant de présenter en une vingtaine de leçons, en une vingtaine de minutes, une leçon sur un sujet très complexe. Le couple, droit et intégration. Si j'examine séparément les éléments du couple, cela me renvoie à deux étapes de ma carrière. Le premier terme, justice, me rappelle le début de ma carrière. C'était la belle époque. C'était la période où, revenant fraîchement de la France, en compagnie de mes amis Isaac Yankawa Ndiaye, Elhadj Mbodj, Amadou Faye, Mody Gadiaga, où on venait de retrouver nos amis, les professeurs Demba Sy, Feu Félix Ngoma. J'avais donc pendant cette période la conviction que je possédais le droit en général et le droit processuel en particulier, que je possédais ces disciplines sur le droit. À cette époque, je m'intéressais beaucoup à la justice dans ces deux aspects. D'une part, la justice considérée comme synonyme d'institution judiciaire, c'est-à-dire l'ensemble des juridictions chargées de trancher les litiges par application de la règle de droit. D'autre part, et c'est le deuxième volet, la justice considérée comme une valeur, une vertu de l'homme juste, comme le disait Carbonnier, un idéal, celui que le juge doit faire triompher
et qui ne doit jamais être absent du prétoire. L'autre terme, l'intégration, me renvoie à une autre époque, celle où j'ai commencé à prendre de l'âge, et à apprendre. Avec mes discussions avec le professeur Abdoulaye Sakho, apprendre à mesurer les limites de mes connaissances. En somme, à devenir plus modeste. C'était le début des années 1990. L'époque où les dirigeants africains avaient commencé à s'approprier cette belle formule de Willy Brandt. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, la voix d'un seul État est inaudible. Prenant conscience des menaces que font peser la mondialisation et la globalisation des échanges sur les agents économiques agissant dans le cadre de marchés étroits, les chefs d'État africains, ou en tout cas certains d'entre eux, ont commencé à créer et à développer des organisations ayant pour but la réalisation des objectifs d'intégration. Mais que faut-il entendre par intégration? Par prudence, je vais éviter de m'enfermer dans une définition à caractère définitif. Je préfère privilégier une définition flottante qui ne prend en compte que l'idée générale suggérée par l'étymologie. Intégrer, c'est faire entrer dans un ensemble. Il y a l'intégration juridique avec la création de l'OHADA depuis la signature à Port-Louis du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Il y a eu l'intégration économique avec la création de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en Afrique de l'Ouest et de la CEMAC en Afrique centrale. Et le droit est au cœur de l'intégration, que celle-ci soit juridique ou économique. Ce droit est un droit commun, ou pour reprendre la belle formule d'Elmas Marty, un droit en commun. Dans l'intégration juridique, on cherche par l'uniformisation à créer un espace attractif pour les investisseurs. Dans l'intégration économique, le droit est un instrument pour organiser le vivre ensemble. Le vivre ensemble voulu par des États qui entendent créer un espace économique commun. Et c'est à la fin de ma carrière, quand je commence à perdre mes dernières certitudes, que l'on me demande de trouver un lien entre ces deux notions qui apparemment n'ont rien en commun. En procédant par élimination et en éliminant l'une des définitions de la justice, je pourrais peut-être trouver un début de lien. J'élimine la notion de justice considérée comme idéale, parce que ceux qui parlent d'intégration ne se préoccupent pas de valeurs de justice. Ils sont plutôt intéressés par l'efficacité, la rentabilité, la sécurité. C'est la justice envisagée sous sa première acception qui est impliquée dans la relation. Il suffit pour s'en convaincre de prendre en compte les deux processus par lesquels s'opère l'intégration. L'intégration peut prendre la forme d'un processus ascendant qui se traduit par un transfert par l'État d'une partie de ses compétences à un niveau organisé supérieur doté de pouvoirs propres.
l'intégration peut aussi prendre la forme d'un processus descendant qui se traduit par la réception dans l'ordre juridique interne de la norme produite par les organes d'intégration. Dans le premier cas, processus ascendant, la justice fait partie des compétences transférées. On peut dans ce cas parler de justice de l'intégration. Dans le second cas, processus descendant, c'est la justice de l'État qui applique la norme reçue de l'extérieur. C'est tout le problème de la place de la justice étatique dans l'intégration. Voilà les deux aspects autour desquels je voulais organiser mon intervention. La justice de l'intégration, la justice dans l'intégration. La justice de l'intégration. Avec l'intégration, il y a une espèce de dépassement de l'État-nation classique. L'État perd une partie de ses compétences au profit des organisations d'intégration. Et à raison de la multiplication de ces organes, il y a nécessairement une diversité des juridictions d'intégration. Et cette diversité est parfois source de conflits. La diversité des juridictions d'intégration. L'action des organisations d'intégration peut prendre diverses formes. Il peut s'agir tout d'abord de l'harmonisation. C'est la méthode choisie lorsqu'on vise des objectifs modestes, puisqu'il s'agit simplement de rapprocher des législations des pays intéressés en gommant les différences. Il peut ensuite s'agir d'une unification. Lorsque ce choix est effectué, il y aura substitution à la pluralité des ordres juridiques d'un ordre juridique unique. Il peut s'agir enfin d'une uniformisation. C'est un stade intermédiaire entre l'harmonisation et l'unification, car avec cette formule, il n'y a pas de substitution d'un ordre juridique à un autre, mais simplement insertion dans chacun des ordres considérés des règles identiques. Mais quelle que soit la solution retenue, il y a toujours une juridiction supranationale chargée de veiller au respect de l'ordre découlant de l'intégration. Dans certaines organisations, il y a une juridiction chargée de veiller à la fois à l'unification de l'interprétation des normes produites au niveau communautaire dans le cadre de ce qu'on appelle le renvoi préjudiciel et au respect des limites de la marge d'autonomie, c'est-à-dire le droit à la différence reconnu à chaque État, avec un pouvoir de sanction en cas de dépassement du seuil de compatibilité. C'est le cas de la Cour de justice de l'UEMOA et le cas de la Cour de justice de la CEDEAO. Dans notre système, c'est la technique du pourvoi en cassation. Ici, la juridiction issue de l'intégration a uniquement pour mission de veiller à la correcte interprétation de la règle de droit dans le cadre de l'examen des pourvois en cassation. C'est le cas, je le rappelle, de la Cour commune de justice et d'arbitrage. On le sait, d'après l'article 14 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, toutes les fois qu'il s'agit de faire un pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort dans une affaire mettant en cause l'application d'un acte uniforme, le pourvoi en cassation est porté devant la Cour commune
de justice et d'arbitrage. Sauf si on est en matière pénale. On comprend un peu pourquoi les rédacteurs du traité ne voulaient pas confier à la Cour commune de justice et d'arbitrage le traitement du contentieux pénal. L'explication se trouve dans l'article 5 du traité. L'article 5, qui est la manifestation de la volonté de respecter la souveraineté des États en matière pénale. On part de l'idée que le pouvoir de commander, le pouvoir d'interdire, le pouvoir de sanctionner la violation de l'interdiction par une peine répressive, une peine pénale, que ce soit une peine d'emprisonnement, une peine privative de liberté ou une peine d'amende, c'est un attribut de la souveraineté et on ne peut pas s'en dessaisir au profit d'une organisation supranationale. Voilà pourquoi il y a cette technique très particulière retenue dans le cas de l'OHADA, cet éclatement de l'élément légal de l'infraction. Vous savez, traditionnellement, c'est dans le même texte qu'on a l'incrimination et la sanction. Mais dans le cas de l'OHADA, les actes uniformes incriminent, mais ne dictent pas de sanctions. On renvoie à la loi nationale des États partis pour édicter les peines applicables aux atteintes, aux règles fixées par l'OHADA. Et s'il n'y a pas de peine prévue au niveau national, l'incrimination prévue par l'acte uniforme ne peut pas accéder à la vie juridique. C'est dit, lorsque la juridiction a statué en matière pénale, même si c'est dans le cadre d'une affaire mettant en cause l'application d'un acte uniforme, le pourvoi ne doit pas pouvoir être porté devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, mais devant la juridiction nationale statuant en cassation. Et ce choix s'explique aisément. Vous le savez, la Cour commune a le pouvoir ou a l'obligation d'évoquer lorsqu'elle casse une décision. Imaginez la Cour commune de justice et d'arbitrage qui casse une décision rendue en matière pénale et qui est obligée de se prononcer sur une incrimination et sur une peine, alors qu'elle n'a pas de ministère public, alors qu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire chargé d'accueillir les détenus, les prévenus qui sont condamnés par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Voilà pourquoi il y a l'exclusion de la matière pénale et du domaine de compétence de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Vous le voyez, on a une multitude de juridictions. Parfois dans ce même espace, vous avez la Cour de justice de la CEDEAO, vous avez la Cour de justice de l'UEMOA, vous avez la Cour de justice, la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et parfois, chacune de ces juridictions prétend faire respecter les règles produites dans son système. Or, il arrive très souvent que sur une même question, plusieurs systèmes prétendent édicter des règles. Voilà pourquoi il y a cette multiplication des risques de conflit de juridiction. La multiplication des risques de conflit de juridiction. Je le rappelle, dans tous les systèmes, il y a un droit en commun. Quand vous prenez le système UEMOA ou le système CEDEAO ou le système CEMAC, il y a des directives par lesquelles on indique aux États les objectifs à atteindre par l'adoption de mesures d'ordre interne appropriées.
il y a des règlements qui sont d'application immédiate et directe. Dans le cadre de l'OHADA, vous avez, en dehors des règlements qui fixent les règles de fonctionnement de la Cour commune de justice et d'arbitrage, vous avez essentiellement des actes uniformes qui s'appliquent à pratiquement tous les aspects de la vie des affaires. En raison de la proximité des objectifs poursuivis par les diverses organisations d'intégration, il ne faut pas exclure l'éventualité d'un conflit de normes d'origine différentes. Par exemple, une même situation est saisie par une norme UEMOA, une norme OHADA. Juste des exemples. Avant l'entrée en vigueur du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, il y avait ce qu'on appelait la règle du 0 heure, que connaît très bien notre collègue, le professeur Ahmed Tidiane Ndiaye. La règle du 0 heure qui entraîne une légère rétroactivité du jugement d'ouverture de la procédure collective. En effet, l'ancien acte uniforme avait prévu que le jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens prend effet dès la première heure du jour où il est rendu. Le jugement est rendu à 18 heures, mais une légère rétroactivité puisqu'il est censé avoir été rendu à la première heure, c'est-à-dire à 0 heure. Il y avait une contrariété avec le règlement de l'UEMOA sur le système de paiement. Parce que ce règlement prévoit l'irrévocabilité des ordres de paiement intervenus dans un système bancaire, même en cas de procédure collective. Prenons un exemple très simple. Vous avez procédé à un ordre de paiement à midi. Le débiteur est déclaré en redressement judiciaire et en liquidation des biens à 18 heures. Si on applique les dispositions de l'ancien acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, ce jugement rendu à 18 heures est censé l'avoir été à 0 heure. On est dans la période suspecte. Et l'acte accompli pendant la période suspecte doit être déclaré inopposable à la masse des créanciers. Mais le règlement de l'UEMOA nous dit tout à fait le contraire. Les ordres de paiement intervenus sont irrévocables, même en cas de procédure collective. Donc ce règlement intervenu à midi, il est anéanti en application de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives, mais il est reconnu valable si on applique le règlement sur les systèmes de paiement de l'UEMOA. Voilà le risque de conflit de normes auquel on est confronté. Et le juge qui est saisi peut avoir des difficultés pour trancher parce qu'il ne peut pas savoir quelles normes privilégier, les normes étant d'égale dignité. C'est pour mettre un terme à ce type de conflit qu'en adoptant le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, on a exclu les établissements bancaires du champ d'application de cet acte uniforme. Comme ça, on n'a plus de conflit. Mais il n'est pas évident qu'on ait, à ce jour, identifié toutes les niches de conflits possibles.
Un autre exemple, la compensation. Quand vous prenez la directive UEMOA numéro 6/97 CM UEMOA du 16 décembre 1997 portant règlement général sur la comptabilité publique, il disait qu'on ne peut pas opposer la compensation à l'État. On ne peut pas opposer la compensation à l'État. L'article 30, alinéa 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dit tout à fait le contraire. On peut opposer la compensation à l'État. Je suis débiteur de l'État qui me poursuit pour le recouvrement de créances fiscales. On va devant le tribunal, je lui oppose l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Je peux vous opposer la compensation. L'État me dira non, la directive de l'UEMOA s'oppose à ce qu'on puisse se prévoir là de la compensation à mon égard. Voilà le risque de conflit auquel on est confronté. Et il n'y a pas de mécanisme permettant de trancher ces conflits. Mais dans ces conflits, il y a de fortes chances que le règlement se fasse toujours au profit du droit au hasard. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'UEMOA ou de la CEDEAO, le mode de saisine privilégié, c'est le renvoi préjudiciel. La Cour se contente simplement de fixer l'interprétation de la norme. Dans le cadre de l'OHADA, c'est tout à fait différent. Et je le rappelle, c'est le mécanisme du pourvoi en cassation. Et la Cour commune, après avoir cassé, a la possibilité ou a même l'obligation d'évoquer. Moi, on me refuse le droit d'opposer à l'État la compensation en appel. Je vais faire un pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage en invoquant la violation de l'article 30 alinéa 2 par refus d'application. Mais il est évident que la Cour commune va casser parce qu'elle va privilégier la norme produite dans ce système. Elle dira, effectivement, il y a violation de l'article 30 alinéa 2 de l'acte par refus d'application. Je casse, j'évoque. Quand elle évoque, bien entendu, elle va pas appliquer la directive de l'UEMOA, et elle va appliquer l'article 30 alinéa 2. Voilà donc le problème auquel on est confronté avec cette multiplicité de juridictions. Voilà pour la justice de l'intégration. Maintenant, quelle est la place de notre justice dans l'intégration? C'est l'objet de cette deuxième partie, la justice dans l'intégration. La situation des juridictions du fond dans ce cadre est très différente de celle des juridictions de cassation. Les juridictions du fond d'abord. Les juridictions du fond, ce sont les juridictions de droit commun, du droit OHADA, ce sont les juridictions de droit commun, du droit CEDEAO, ce sont les juridictions de droit commun, du droit produit
dans le cadre de la CEMAC, ce sont les juridictions de droit commun, du droit produit, dans le cadre de l'UEMOA. L'article 13 du traité de l'OHADA est très clair sur cette question. Il dit que le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des États parties. Que ce soit un règlement de l'UEMOA, que ce soit un règlement de la CEDEAO, que ce soit un acte uniforme, en première instance au Sénégal, on se tourne vers le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. En appel, on se tourne vers la cour d'appel. Maintenant, la nature des relations entre ces juridictions internes et les juridictions communautaires change selon les systèmes. Comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'UEMOA et dans le cadre de la CEDEAO, c'est le renvoi préjudiciel. C'est une espèce de dialogue entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires. Parce que les juridictions communautaires n'interviennent pas dans le traitement du litige. Elles se bornent à donner simplement la bonne interprétation de la règle. En revanche, dans les rapports avec la Cour commune de justice et d'arbitrage, les relations peuvent être plus ou moins conflictuelles, puisque ces juridictions nationales rendent des décisions qui s'exposent à la censure de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et ce conflit est plus présent lorsqu'on analyse les relations entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et ce que le traité de l'OHADA appelle les juridictions nationales statuant en cassation. C'est le terme générique pour désigner ce qu'on appelle dans certains pays cours de cassation, ce qu'on appelle dans d'autres cours suprêmes, etc. Et c'est par là que je vais terminer mon intervention. Les juridictions de cassation. Dans les droits UEMOA, CEDEAO, CEMAC, le principe de primauté impose au juge national d'appliquer le droit communautaire dans son intégralité, en faisant de sa propre autorité tout ce qui est nécessaire pour écarter toute disposition interne contraire. Dans ces systèmes, la Cour suprême occupe une place très importante puisqu'elle doit veiller au respect par les juridictions du fond du nécessaire équilibre entre souveraineté nationale et supranationalité. Cette mission est assumée par la Cour à l'occasion de recours en cassation ou de recours pour excès de pouvoir fondés sur la violation du droit communautaire. Dans ce système, deux obligations sont à la charge de la Cour. Une obligation de faire, celle d'appliquer le droit communautaire. Une obligation de ne pas faire, celle de s'abstenir d'appliquer la norme interne contraire. C'est comme avec les juridictions du fond, une relation de complémentarité entre les juridictions de cassation et les juridictions communautaires. Dans le cadre de l'OHADA, je le rappelle, c'est la voie du recours en cassation qui a été choisie. Et cette voie conduit à une marginalisation des juridictions nationales statuant en cassation, toutes les fois que le droit OHADA est en cause. Apparemment, la situation est très simple. On pourrait faire une double distinction coordonnée. Droit national, droit OHADA. Juridiction nationale, statut en cassation, Cour commune de justice et d'arbitrage. Si c'est le droit national qui est en cause, c'est la juridiction nationale statuant en cassation. Si c'est le droit OHADA qui est en cause, c'est la Cour commune de justice et
d'arbitrage. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les choses ne sont pas aussi simples. Il y a des hypothèses en face desquelles on a des doutes. En matière pénale, par exemple, il y a une solution qui semble évidente pour tout le monde. Mais comme avec l'âge, j'ai de plus en plus de mal à comprendre, en tout cas, je comprends de plus en plus difficilement. J'ai une position que je suis le seul à défendre en Afrique. Quand vous prenez le traité, il parle de décision prononçant des sanctions pénales. C'est dans cette hypothèse qu'il y a exclusion de la CEDEAO, décision prononçant une sanction pénale. Moi, je dis que toutes les décisions rendues en matière pénale ne sont pas des décisions prononçant des sanctions pénales. Quand une juridiction d'instruction rend une décision de non-lieu, mais ce n'est pas une décision prononçant une sanction pénale. La sanction pénale ne peut même pas être en cause ici. C'est l'imputabilité peut-être de l'infraction qui est en cause. Même lorsqu'on est devant une juridiction de jugement, on ne peut parler de décision prononçant une sanction pénale dès lors que cette juridiction a rendu une décision de relax ou d'acquittement. Les mots ont un sens. C'est vrai que dans l'esprit de ceux qui ont rédigé le traité, ce qu'on vise, ces décisions rendues en matière pénale, mais ils l'ont mal dit. En matière civile et commerciale, il peut y avoir également des zones d'ombre. Il peut arriver, par exemple, que dans un pourvoi en cassation, on invoque le moyen tiré de la violation de la loi, mais en visant à la fois la violation de la loi nationale et la violation d'un acte uniforme. Ça arrive souvent. Pourvoi en cassation, violation de la loi. Vous avez violé le code de procédure civile, loi nationale. Vous avez, première branche du moyen, vous avez violé le code de procédure civile. Deuxième branche du moyen, vous avez violé l'acte uniforme. Ce qu'on appelle souvent pourvoi mixte. Qu'est-ce qu'il faut faire face au pourvoi mixte? Moi, je suis opposé à cette interprétation qui veut que la Cour commune s'empare de l'ensemble du pourvoi dès lors qu'un acte uniforme est en cause. Parce que sa mission, ce n'est pas d'interpréter la loi nationale des États partis. Et on ne peut pas demander aux juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage de connaître les droits nationaux des 17 États partis au traité. Et j'avais même envie d'écrire un article intitulé « Arrêtez le monstre que constitue la Cour commune de justice et d'arbitrage » parce que j'ai vu une décision rendue en 2020, et je le disais, Monsieur le Président, la dernière fois lors de notre colloque, j'ai vu une décision par laquelle la Cour commune de justice et d'arbitrage appliquait la Constitution d'un État. Il y a un droit reconnu par la Constitution d'un État, le droit à la défense. La Cour commune dit, je casse cette décision
que vous avez rendu parce que vous avez violé la constitution de l'État qui prévoit le droit à la défense. Mais que vont devenir les juridictions constitutionnelles si maintenant la Cour commune s'amuse à appliquer la constitution des États partis? C'est peut-être une hypothèse extrême. Mais la loi nationale, c'est une position que je défends toujours. La loi doit être lue à la lumière de la Constitution. On doit retenir l'interprétation la plus conforme à la Constitution lorsqu'il y a un problème d'interprétation. Est-ce que la Cour commune de justice et d'arbitrage peut lire les lois nationales des États partis à la lumière de nos constitutions? Est-ce qu'elle peut même connaître l'état de nos législations avec toutes les décisions de conformité avec réserve d'interprétation? Il arrive parfois que le Conseil constitutionnel soit saisi. Qu'ils disent, pour éviter de déclarer une loi contraire à la Constitution, ce texte est conforme à la Constitution, mais à la condition qu'on lui donne telle interprétation. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu en 2 ans ou 3 ans 3 décisions de conformité avec réserve d'interprétation. Une fois sur la loi organique relative au statut des magistrats, une autre fois sur la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature, une 3e fois sur la loi organique relative au Conseil constitutionnel elle-même. C'est des questions que la Cour commune de justice et d'arbitrage ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi elle doit mettre à l'écart la loi nationale des États partis. Il est vrai que lorsqu'elle casse, elle ne renvoie pas, elle évoque. Et en évoquant, elle est obligée d'appliquer la loi nationale. On n'y peut rien. Mais de grâce, qu'elle s'abstienne d'examiner les pourvois fondés partiellement sur la violation de la loi nationale des États partis. Non. Dans ces conflits entre juridiction nationale statuant en cassation et Cour commune de justice et d'arbitrage, c'est la Cour commune qui a toujours le dernier mot. J'ai lu récemment une décision de la Cour commune de justice et d'arbitrage du 9 avril 2020. Une décision dans laquelle la Cour considère qu'elle est seule habilitée à statuer sur sa propre compétence et qu'elle n'est pas liée par une éventuelle décision d'incompétence d'une juridiction de cassation d'un État parti. Elle est seule compétente pour statuer sur sa compétence. Et ce que les juridictions nationales des États partis peuvent dire, ça ne l'engage pas. Et dans le traité, il y a un mécanisme qui donne à la Cour commune les moyens de faire triompher sa position. C'est l'article 18. Lorsque
devant la Cour de cassation ou devant la Cour suprême, pour les pays qui ont une Cour suprême, vous soulevez l'exception d'inconstitutionnalité. Et lorsque vous estimez que c'est à tort que cette juridiction se déclare compétente, vous avez la possibilité de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage. Et si la Cour commune estime qu'effectivement c'est à tort que la juridiction nationale statuant en cassation s'est déclarée compétente, la décision de cette juridiction est nulle et non avenue. C'est ce qui s'était passé avec l'affaire Elton. Un directeur général d'une société commerciale avait signé en cette qualité, je dis bien en cette qualité, en qualité de directeur général, un contrat de travail avec la société Elton. Il n'y avait pas un contrat de travail correspondant à un emploi distinct. C'était en qualité de directeur général qu'il avait signé le contrat de travail. Il a été révoqué par le conseil d'administration. Il a saisi le tribunal du travail pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le tribunal du travail lui donne gain de cause, il fait appel. La cour d'appel de Dakar dit, mais attention, les relations entre le directeur général d'une société et la société sont régies par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Et ce directeur général est considéré comme un mandataire, pas comme un salarié. Pourvoi en cassation, la Cour commune, la Cour suprême du Sénégal dit, écoutez, le droit du travail n'a pas encore fait l'objet d'harmonisation. Donc, moi je vais appliquer le code du travail du Sénégal. Mais elle semblait avoir oublié que les actes uniformes s'appliquent nonobstant toute disposition de droit interne contraire, qu'elle soit antérieure ou postérieure. Là, je pense que la Cour suprême avait tort de retenir sa compétence. Elle a rendu sa décision sur le fondement du Code du travail. On a saisi la Cour commune de justice et d'arbitrage et la Cour commune a rappelé les dispositions très claires de l'article 18 qui lui permettent de dire que la décision de la juridiction nationale statuant en cassation doit être considérée comme nulle et non avenue lorsque c'est à tort qu'elle se déclare compétente. Parce que la matière en cause, c'était l'acte uniforme. C'est juste pour dire que dans ce conflit, c'est toujours la Cour commune de justice et d'arbitrage qui dispose des armes pour trancher en sa faveur. Je crois que j'ai été trop long et c'est pourquoi je craignais une désagrégation. Mais c'était vraiment avec un plaisir renouvelé que je prends la parole en public parce que depuis 6 ans, je suis astreint à une obligation de réserve. Il faut absolument éviter de dire au président Pape Oumar Sakho que j'ai pris la parole en public. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Merci beaucoup, professeur, pour cette leçon inaugurale, je dirais ce cours magistral et majestueux.
nous avons vu comment la salle vous écoutait avec religion. Tellement vous êtes une bibliothèque mobile qui, à chaque fois, nous avons eu la chance de vous rencontrer, vous nous avez bonifié par la subtilité de votre pensée, mais aussi par le discours que vous venez de faire qui est complexe et accessible. Votre science est pure et sans tache. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour tout cela. Merci d'exister. Nous allons continuer la cérémonie en donnant la parole cette fois-ci au directeur général de l'école régionale supérieure de la magistrature, le professeur Mayata Mbaye, qui va nous expliquer l'ambiance des communications qui seront faites tout à l'heure par certains professeurs qui ont été désignés, et il va en même temps présenter ceux-là qui doivent présenter, bien sûr, excusez-moi de la répétition, leur contribution sur les mélanges. Professeur Mayata, vous avez la parole sous vos applaudissements. Merci beaucoup, monsieur le doyen, et bonjour à tous, chers collègues, chers étudiants et chers invités. J'ai été pris sur le tas pour présider le panel qui va suivre, mais je voudrais au préalable que l'on puisse se lever et applaudir véritablement cette belle leçon que le professeur vient de nous livrer. Merci. Alors, on aurait pu se limiter à cette conférence inaugurale. Conférence inaugurale qui nous a permis de faire le lien entre les deux notions. Les deux notions que nous avons cherché à lier dans le cadre des mélanges et qui constituent aujourd'hui l'intitulé que nous avons donné à ces mélanges en l'honneur du professeur Ndiaw Diouf. La justice de l'intégration, mais également la justice dans l'intégration. Et nous connaissons les enjeux. Les enjeux sont multiples. Les enjeux sont essentiellement de sécurité juridique, des enjeux de sécurité judiciaire, des enjeux de paix sociale, mais également des enjeux de développement économique. Nous voyons qu'en réalité, l'on touche à tout. Et cette leçon nous a permis de passer en revue la totalité de la problématique. Et nous savons que cette diversité de juridictions pose problème, mais peut-être bien que c'est en amont la diversité même d'organisations communautaires qui touchent aux mêmes questions qui peut-être bien pose problème. Nous savons qu'il existe un cadre permanent dénommé cadre permanent de concertation qui a été créé depuis. Ce cadre permanent de concertation qui normalement devrait servir à faire de telle sorte qu'il y ait une répartition des compétences et que l'on évite au grand maximum les conflits de normes communautaires, mais c'est un cadre qui est ad hoc, donc qui a une portée vraiment limitée du point de vue institutionnel et qui, d'un autre côté aussi, n'influe pas véritablement dans la gestion des conflits de juridiction. Donc nous avons toujours le même problème qui est là. Nous allons rapidement donner la parole à 5 personnes que nous avons identifiées parmi les contributeurs qui vont pouvoir nous dire leurs mots sur ce thème général. Vous avez la possibilité de vous limiter à ce que vous avez comme contribution déjà publiée. Vous avez aussi la possibilité de donner votre point de vue de manière vraiment libre sur cette thématique que nous avons identifiée. C'est vraiment ouvert. Alors, je vais appeler ces 5 personnes. D'abord, Monsieur le ministre Demba Kandji. Ensuite, Monsieur le doyen Isaac Yankhoba Bandiaye. Monsieur le président Dieuc Benou. Monsieur, mon cher collègue Mfali Camara. Et notre collègue qui vient du Congo-Brazzaville, Dafton Lekebe. Monsieur le ministre, donc, vous avez la parole.
Alors je précise qu'il a, Monsieur le ministre a fait une contribution sur les propos d'un juge sur l'indépendance. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. En réalité, à l'époque, j'étais encore en activité à la Cour d'appel. J'étais premier président de la Cour d'appel de Dakar. Et c'est à ce titre que j'avais tenu à contribuer et à interpeller mon ami et condisciple, le professeur Ndiaw Diouf. Je l'ai interpellé sur une valeur que nous partageons ensemble. Mais avant de le faire, je voudrais justifier de la recevabilité de mon intervention volontaire dans ce débat d'académiciens. Je suis un praticien du droit et contribuer au mélange d'un professeur de la part d'un juge de droit commun mérite quand même des explications. C'est à vous de juger de la recevabilité de mon intervention volontaire. Et j'ai fait cette intervention d'abord en tenant compte d'une trajectoire commune avec Ndiaw Diouf que j'ai rencontré en l'an 75-76. Pour certains, c'est très lointain, 45 ans, dans les travées de l'amphithéâtre. Je pense que c'était Khalé Amar Fall de l'époque. À l'époque déjà, nous étions 1200 dans cet amphithéâtre en 1975-76. Et il nous fallait nous lever, Jacob, de très bonne heure, de bonne heure du moins, pour trouver une place assise. Pour vous dire que le droit a toujours fait courir les hommes. Et c'est en cette année 1975-76 donc que j'ai rencontré Ndiaw Diouf, qui deviendra mon ami pour toute la vie. 45 ans aujourd'hui, nous sommes ensemble, rien ne nous a séparés. Et un autre argument qui a guidé mon intervention dans ce débat d'académiciens, c'est que j'étais juge du droit commun à l'époque et lui était juge constitutionnel. On peut toujours s'interroger de mon intervention, en tout cas de la pertinence de mon intervention, parce que le Conseil constitutionnel et le juge du droit commun sont assez éloignés, les juridictions de droit commun. Mais en réalité, moi, j'étais premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes. La Cour de cassation le Conseil constitutionnel s'occupait, après mon travail de recensement et de proclamation provisoire, de la proclamation définitive. Nous étions donc liés par ce droit électoral. Et deuxième prétexte que j'ai pris pour, justifier mon intervention, c'est également l'exception d'inconstitutionnalité introduite à la faveur du référendum de 2014-2016. Deux liens qui font que moi, je me sentais obligé. L'amitié d'abord, mais également ce dialogue nécessaire entre ma juridiction, entre ma commission de recensement et le Conseil constitutionnel, dans lequel il siégeait en qualité de vice-président. C'est à vous de voir. Mais je pense que pour ces deux raisons, j'ai intérêt à agir et j'ai qualité pour agir. Donc je suis recevable à intervenir pour parler comme un juge. Voilà donc deux prétextes qui justifient ma qualité et mon intérêt. Agissant donc intervenant donc dans ce débat d'académiciens, comme je le disais, je devais le faire avec beaucoup de prudence, pour ne pas me faire taper sur les doigts
j'ai choisi un style bien à moi. J'ai interpellé mon ami Ndiaw Diouf et mon collègue sur une question, sur une valeur commune, l'indépendance du juge. L'indépendance du juge, que j'appréhende de façon imagée comme un champ qui est délimité, et donné, disons, en exploitation à un fermier. Celui qui délimite ce champ, c'est l'État. Celui qui est le fermier, c'est le juge. Il l'exploite, il l'ensemence, le champ produit, en tout cas donne des fruits, et il l'ouvre à la consommation d'une troisième personne qui est le justiciable. C'est comme ça que j'ai voulu aborder mon interpellation avec mon ami Ndiaw Diouf, parce que moi j'ai toujours considéré, et il faudrait que je dévoile un peu un secret, j'ai beaucoup travaillé, échangé avec Ndiaw Diouf sur ces valeurs, parce que j'ai pris le risque, à l'âge qui est le mien, d'aller faire un doctorat sur la déontologie dans une autre université, qui est très loin d'ici. Mais ma directrice de thèse, qui connaît les qualités intellectuelles de Ndiaw Diouf, m'a plus ou moins laissé à lui, m'a confié à lui. Et je ne cesse de l'interpeller sur telle ou telle chose, en tout cas tout au long de la progression de mon travail. Donc j'ai pris le risque de lui faire comprendre, j'ai voulu lui faire comprendre que les conseils qu'il me donne, j'en fais un bon usage. Je l'ai donc interpellé sur l'indépendance, parce que le travail sur lequel porte ma thèse, c'est la déontologie des magistrats des pays d'Afrique francophone, comme pour faire suite à ce droit, cette intégration par la justice, par le droit, qu'il vient en tout cas de traiter magnifiquement dans son cours magistral. Voilà je l'ai interpellé donc sur cette indépendance que j'ai imaginé comme un champ délimité par un propriétaire qui le confie à un fermier, le juge, qui l'ensemence, qui le rend fructueux et qui l'ouvre à la consommation d'une troisième personne, le justiciable. C'est toute la problématique de l'indépendance du système judiciaire, du juge, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu faire comprendre par là que l'indépendance est un statut. C'est donné par l'État. Quand un État ne veut pas que sa justice soit indépendante, elle n'affirme pas dans ses constitutions, dans ses lois organiques et autres, les statuts de la magistrature, que la justice est indépendante. On peut ne pas le dire. Et puis, le juge est un fonctionnaire, il reçoit et ainsi de suite. Bon, ça peut choquer. Mais c'est l'État qui donne l'indépendance, en tout cas qui délimite le champ de l'indépendance. C'est pourquoi j'ai imaginé le champ délimité par l'État. Il délimite, et beaucoup de gens chez nous, ça aussi, excusez-moi la digression, considèrent à tort que les juges indépendants, ce sont des électrons libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que l'indépendance n'est pas destinée aux juges. L'indépendance est une garantie de procédure offerte aux citoyens pour l'accès à un juge. Il n'y a pas d'indépendance autrement que pour protéger la personne qui vient demander justice. C'est ça le sens de l'indépendance, mais ce n'est pas une jouissance du juge qui peut faire ce qu'il veut. Parce qu'au Sénégal, nous entendons dire, on leur donne leur indépendance, mais ils ne veulent pas être libres. Le juge ne peut pas s'affranchir de la loi. Il ne pourra jamais s'affranchir de la loi, en tout cas dans nos États francophones. C'est donc ce débat que j'ai voulu engager dans ma contribution avec Ndiaw Diouf. Je l'appelle Ndiaw Diouf, excusez-moi, parce que j'ai du mal à l'appeler professeur ou à être obséquieux, parce que tant nous avons cheminé dans la vie. Vous m'en excuserez. Maintenant, disons, prenant le pari et le risque, quand vous me lirez vraiment d'oser certaines idées,
j'ai voulu montrer que cette indépendance que nous réclamons, nous la réclamons essentiellement pour le justiciable. Que cette indépendance ne peut exister que si nous juges, enfin, nous juges dans une autre vie, je ne suis plus juge, si le juge peut faire preuve d'impartialité. Une impartialité que le juge vit dans la manière d'agencer les arguments probatoires qui lui sont offerts à l'audience, dans la manière également de se comporter en adoptant une distance neutralisante avec ses plaideurs. Mais une indépendance qui surtout lui sera garantie par l'inamovibilité. Si Ndiaw Diouf, qui a un mandat de 6 ans, est inamovible et ne peut pas se retrouver à Fongolembi, ça peut ne pas être le cas d'un autre juge ordinaire qui peut, à la faveur d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, sur les nécessités de service, se retrouver très loin en tout cas de ses centres d'intérêt. Je n'en dis pas plus. Monsieur le ministre d'État, je considère que j'ai une obligation de réserve et je préfère ne rien en dire davantage. Je voulais juste, le disant également, dire que l'indépendance de la justice que j'ai voulu traiter est une valeur que tous les juges, toutes les juridictions se partagent. Mais elle n'est valeur que si vraiment elle est garantie par des moyens. Les moyens offerts à la justice, les moyens offerts aux juges en termes de rémunération, mais également la sécurité qui va avec le budget, beaucoup de choses. Et j'ai voulu, pour faire court, interpeller mon ami Ndiaw Diouf sur la responsabilité qu'ont les juridictions suprêmes d'Afrique francophone, essentiellement constitutionnelles, dans la sauvegarde de cette valeur. Beaucoup de problèmes aujourd'hui naissent du fait du fonctionnement plus ou moins défectueux des juridictions supérieures, notamment constitutionnelles. Et dans ma contribution, j'ai abordé le cas malheureux d'un État voisin dont la juridiction constitutionnelle a été plus ou moins à l'origine de tout cela. Mesdames, Messieurs, a fait l'objet avec d'autres choses. Parce que c'est comme un film, je ne vais pas vous le raconter, sinon vous n'irez pas au cinéma. Vous verrez la contribution, vous la lirez. En tout cas, j'ai voulu, avec le cœur de l'ami que je suis, offrir ma contribution et dire combien j'ai du respect pour cet homme et dire combien je suis fier d'avoir été le compagnon de chemin de vie pendant 45 ans de Ndiaw Diouf. Et il le sait, je n'ai jamais eu un différend avec Ndiaw Diouf. On ne s'est jamais séparés dans la vie. On s'est toujours parlé. On a toujours chahuté. C'est à cause de Ndiaw Diouf que j'ai connu l'Erchima. C'est à cause de Ndiaw Diouf également que j'ai fait le binôme dans le cadre du droit des affaires, du droit pénal des affaires. Ceux qui me connaissent savent que je parle avec beaucoup d'émotion en ce moment, tant cet hommage que vous lui rendez est mérité. C'est un hommage qui est mérité par Ndiaw Diouf, parce que c'est un homme qui s'est dévoué pour le droit et pour la justice. Et ne pas l'interpeller dans les multiples contributions qui ont été faites en son honneur, disons, sous l'angle de la pratique juridictionnelle, aurait constitué une faille, une faiblesse. Mais je suis fier, moi, d'avoir représenté tous mes collègues magistrats, peut-être même avocats, je vais le dire comme ça, tous ceux qui pratiquent le prétoire, à travers cette modeste contribution, monsieur le professeur. Je vous souhaite une fin de carrière heureuse, elle l'est déjà, mais également une autre vie après la carrière, une longue vie, pleine de santé. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. L'indépendance est une valeur, l'indépendance est un statut. C'est un statut, une valeur, non pas pour le juge, mais pour les justiciables. Et nous avons pu donc comprendre qu'il y avait des conditions à remplir. Il y avait des exigences pour que cette indépendance-là puisse exister, qu'il s'agisse de neutralité et d'impartialité de la part du juge, qu'il s'agisse également d'inamovibilité venant du système, permettant de pouvoir effectivement en jouir, mais en jouir pour que les justiciables en jouissent. Peut-être bien que c'est cette interprétation-là que le citoyen lambda va toujours avoir, cette indépendance de la justice. Il faut que ça existe d'abord pour le juge lui-même avant que ça ne descende vers le justiciable. C'est cette compréhension peut-être bien derrière qui existe, mais qui peut-être bien n'écarte pas la réflexion générale que vous avez bien voulu nous présenter. Alors je vais appeler maintenant le doyen honoraire Isaac Yankhoba Ndiaye. À la pupitre. Merci. Moi, je ne vais pas devoir me justifier comme le ministre conseiller juridique du président de la République. Et le professeur de Bouguian m'a enjoint de faire une communication. Au dernier moment, parce qu'il sait que lui et son patron Yaw Diouf, moi et son patron Yaw Diouf, nous sommes des travailleurs de la 13e heure au pied levé. Et comme j'avais en mémoire un sujet qui m'a interpellé pendant plus de 25 ans quand j'enseignais le droit des obligations, et comme il se trouve par ordinaire que mon bureau est squatté en même temps par un jeune collègue à l'intelligence vive et à l'imagination fertile, qui aurait écrit dans un ouvrage d'une remarquable intensité intellectuelle que le professeur Jean-Pierre Touzy ne savait pas ce qu'il racontait à propos du contrat par correspondance, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de réagir à ces propos de jeunesse et de défendre mon maître, Jean-Pierre Touzy, qui m'a fait comprendre le droit des obligations. Donc, le titre de mon article, c'est « Quand quittera-t-on l'impasse du contrat par correspondance ?» à travers l'article 82 du COCC. Le professeur Abdoul Wahab Ndiaye, à travers une belle démonstration, a voulu montrer que Jean-Pierre Touzy s'est trompé avec son style exclusif. Alors que Jean-Pierre Touzy, c'est le doute. L'article 82 qui est objet de cette controverse, tous les étudiants de deuxième année le connaissent. Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu où l'acceptation est intervenue. Première lecture littérale, consécration de la théorie de la réception, parce qu'entre personnes présentes, les deux personnes savent que chacune a dit oui. Donc chacun sait. C'est la théorie de la réception, ça. Alinéa 2, toutefois, lorsque l'acceptation est tacite, le contrat est réputé être conclu au moment où l'acceptation tacite est intervenue. L'alinéa 2 dit la même chose, parce que là où l'acceptation est intervenue, même tacite, c'est le même endroit. Abdoul Wahab Ndiaye, dans son style, qui coupe comme un ciselet, un couperet, estime que Jean-Pierre Touzy ne dit pas exactement ce que dit la loi. C'est pourquoi je dis que la théorie d'Abdoul Wahab est une théorie exclusive. C'est celle de la jeunesse et la fougue de la jeunesse. Quant à la théorie de Jean-Pierre Touzy, c'est celle de l'homme mûr, là, plein de doutes, parce qu'elle estime, lui, peut-être que théorie de la réception, mais aussi théorie de la réception. Et j'intitule leur controverse à distance ce que l'article 82 du COCC aurait voulu dire pour eux, Jean-Pierre et Abdoul Wahab, et moi ce que je pense, dans l'autre partie, ce que véritablement 82 veut dire. Après avoir mis en relief les deux positions diamétralement opposées, j'en ai tiré la conclusion que tous les deux, ils se trompaient. L'un était mon maître, l'autre mon disciple,
Et que peut-être moi, j'ai raison, mais je n'en suis pas sûr. C'est pourquoi je termine en disant que je rends une sentence, mais elle n'est pas définitive. Abdul Wahab attend que je sorte de mon bureau pour commencer à attaquer dans 3 ans. Je vous remercie. J'avais des difficultés tout à l'heure pour résumer la conférence inaugurale, parce que je ne voulais pas rappeler les choses. Mais là, j'ai une véritable difficulté pour résumer ce qui vient d'être dit par monsieur le doyen. Je préfère donc considérer que simplement, ça montre l'ouverture qui existe dans nos universités, l'ouverture d'esprit et surtout la réflexion soutenue qui existe depuis lors, parce que plus de 40 ans après, avoir une réflexion qui revient encore sur la même question et pousser monsieur le doyen honoraire à revenir sur la leçon qu'il nous a donnée nous-mêmes en droit des obligations et rappeler les choses, eh bien, ce n'est que le partage, l'ouverture, pas la guerre des générations, mais surtout la synergie des générations qui permet d'avoir une lumière du point de vue du droit. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Je vais appeler monsieur le président Joseph Diogbenou. Monsieur le doyen, mon cher collègue et ami Mayata Ndiaye Mbaye, ce n'est pas le président qui prend la parole. En ce moment, il n'en a pas la prétention, c'est bien le résident qui prend la parole. Le résident de Cheikh Anta Diop. Et j'ai encore dans mon esprit le merveilleux souvenir de notre préparation au concours d'agrégation en 2008 pour le concours de 2009, avec nos maîtres dont certains sont ici, et avec notre maître, celui qui sera avec Jacques Mestre, membre du jury qui nous a tous deux agrégés. Le temps de la gratitude, de la reconnaissance et du remerciement, ce temps n'est ni déterminé ni fini. Tout ce que nous sommes, nous vous le devons. Et c'est pour cela que je voudrais prolonger les réflexions contributives à vos mélanges sur les parties dans un procès constitutionnel qui, sans prétention aucune, font écho à la thèse qui fit date, que vous avez vous-même soutenue, monsieur le doyen, sur la notion de partie devant le juge d'instruction. Je voudrais prolonger ces réflexions par des aspects qui pourraient paraître comme des effets induits de la notion de partie dans un procès constitutionnel. Aujourd'hui, le procès constitutionnel est une forme de saisissement du droit public par le droit privé. Les juridictions constitutionnelles, quoique constitutionnelles, sont saisies par des principes, des valeurs, des règles applicables en droit privé et dans le domaine du droit processuel. Et les réflexions qui sont des réflexions classiques en droit processuel
font leur entrée avec une remarquable actualité en contentieux constitutionnel. Il nous a semblé, dans la contribution, de nous interroger sur cette notion de parti. Et, avec beaucoup d'hésitation sans doute, de conclure qu'en considérant le caractère objectif du procès constitutionnel, la notion de parti doit être nuancée, quoique certains éléments doivent être maintenus. Mais dans le prolongement de cette réflexion, je propose 2 ou 3 interrogations. La première, la chose peut-elle être jugée au constitutionnel? Il nous arrive de dire, à la suite d'une requête introduite devant, pour ce qui concerne le Bénin, la Cour constitutionnelle, qu'il y a chose jugée. Pourquoi y a-t-il chose jugée? Parce que une loi, une disposition antérieurement déclarée conforme à la Constitution fait l'objet d'un nouveau contrôle de constitutionnalité, et la juridiction constitutionnelle, pour ne prendre que cet exemple, décide parce qu'elle a déjà dit qu'il y a chose jugée. Mais à la réflexion, peut-il y avoir chose jugée? La notion de chose jugée, de chose qui est jugée, n'a-t-elle pas une essence civiliste profonde, insérée, professeur Baudian, professeur Badi, dans le contexte de l'affrontement des intérêts privés? La chose jugée elle-même n'interpelle pas les parties qui soumettent la chose à juger. Or, par hypothèse, en contentieux constitutionnel, c'est de vérifier si une norme est compatible avec la norme fondamentale, source profonde de droit. Je m'interroge. Et pour dire aussi que la juridiction constitutionnelle juge-t-elle? Même si elle est juridiction, juge-t-elle? Et qui revient à poser une autre problématique. Toute juridiction juge-t-elle? Juger, c'est trancher. La juridiction constitutionnelle tranche-t-elle? Trancher, c'est se positionner, c'est faire le départ. La juridiction constitutionnelle juge-t-elle? À la limite, et donc pour conclure sur la chose jugée, je n'ai pas de réponse figée. C'est de dire que, à supposer qu'une juridiction constitutionnelle ait pu dire d'une norme dont elle avait été saisie qu'elle est conforme à la Constitution, quand elle réalise que postérieurement son jugement change et que la norme n'est en définitive pas conforme à la Constitution, la chose jugée peut-elle s'opposer? Nous avons l'habitude de considérer que la fonction d'une juridiction constitutionnelle, c'est d'expurger de l'ordre juridique dont la Constitution est la source toutes les malformations, toutes les pathologies qu'elle réalise que cet ordre juridique comporte. Et à partir de ce moment, il est même possible, par hypothèse, de considérer que sa propre décision antérieure est une pathologie dont elle a vocation et fonction de prononcer l'expurgation. De ce point de vue, et donc, la question reste entière, peut-il y avoir chose jugée? Première donc réflexion complétive
Et puisque le professeur Mayata Mbaye, quel est l'ordre? Mbaye Ndiaye. Ndiaye Mbaye nous a donné l'opportunité de nous écarter un peu de notre contribution. La deuxième interrogation, tout aussi consécutive de la première, et donc aussi de la notion de parti dans un procès constitutionnel, quels peuvent être les symboles de la justice constitutionnelle? On s'interroge. D'abord, quels sont les symboles de la justice? Le glaive, donc le commandement, la balance, donc le droit à dire, le bandeau, mon prédécesseur parle d'indépendance, d'impartialité, tenir le bâton de commandement, le glaive, ne pas avoir la main qui tremble, la balance qui tranche, et le bandeau, l'impartialité. L'impartialité. Or, commençons par le bandeau. L'impartialité suggère qu'il y ait des partis. L'impartialité suggère qu'il y ait des partis. Et que la juridiction ne puisse pas prendre parti. Peut-on considérer que la justice constitutionnelle n'est pas de parti? La réponse immédiate, c'est de dire, mais son parti, c'est la Constitution. Le juge constitutionnel est le garant de la Constitution. C'est un parti pris qui est dans la Constitution. Et de ce point de vue, le bandeau peut-il représenter la justice constitutionnelle? Je m'interroge. Le juge constitutionnel doit avoir les yeux ouverts, regarder la Constitution, appliquer la Constitution et ses normes de référence. Le bandeau ne s'entend que dans la justice applicable, pas mise en œuvre par les juridictions ordinaires. Mais ce n'est pas une certitude proclamée. La balance suggère les partis privés. Devant la justice constitutionnelle, et cela dépend des pays, des États. Prenons l'exemple de l'exception d'inconstitutionnalité. Bien sûr, prenons appui sur le système sénégalais. L'exception soulevée devant les juridictions ordinaires, devant la cour d'appel, transmise. Mais quelle est la fonction, la finalité de l'exception? On peut considérer que dans l'immédiateté, cela profite à une personne privée dans le cadre d'un procès. Mais dans la médiateté, la décision du Conseil constitutionnel est une décision d'expurgation de l'ordre juridique, de la disposition visée contraire à la Constitution. Et de ce point de vue, le requérant qui a saisi la Cour d'appel au moyen de l'exception d'inconstitutionnalité, et je suppose que cette exception est transmise comme la QPC au Conseil constitutionnel, quand le Conseil constitutionnel décide, eh bien, rétrospectivement, on va considérer le requérant comme un procureur de la Constitution. Il n'a fait que dénoncer au Conseil constitutionnel, par le mécanisme processuel, l'une des malformations de l'ordre juridique que le Conseil constitutionnel a expurgé de cet ordre juridique. Et donc, la balance, je ne suis pas sûr qu'elle puisse être considérée comme l'un des symboles de la justice constitutionnelle. Et puis, le glaive, bien sûr, pouvoir relevant de l'impérium, et toutes les constitutions considèrent que la décision de la juridiction constitutionnelle, premièrement, est insusceptible de recours. Deuxièmement, s'impose
tous les pouvoirs. La question, tout est-il limité ou tous les pouvoirs d'ordre interne ou d'ordre communautaire? C'est une question d'actualité sur laquelle je ne voudrais pas insister. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Président de séance, quelques-unes des préoccupations, on va dire en forme de complément, jamais de conclusion, de la question d'actualité que pose le droit processuel au droit constitutionnel, en tout cas à la justice constitutionnelle, sur lesquelles, peut-être à d'autres occasions, nous aurons l'avantage de proposer quelques autres développements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je préfère dire Président quand même, même si ce qui vient d'être présenté n'a rien de ce qu'un président va dire, mais beaucoup de ce qu'un universitaire dit. Donc, merci beaucoup d'être venu sur la question fondamentale de la spécialisation, parce que ce qui a été rappelé tout à l'heure dans la conférence inaugurale, c'est la question de la spécialisation des juridictions. C'est vrai que nous ne l'avons pas compris peut-être bien de la même manière. Nous avons une spécialisation des juridictions qui est regardée dans le sens simplement de, oui, est-ce que c'est une juridiction commerciale ou bien constitutionnelle ou autre, mais il y a aussi à voir derrière, est-ce que les pratiques doivent être les mêmes? Est-ce que la nature des décisions c'est la même chose? Est-ce que le cadre c'est le même? Est-ce que donc il n'y a pas une particularité qui s'installe à partir du moment où il y a une spécialisation d'une juridiction? Et ce qui vient d'être rappelé, c'est que la justice constitutionnelle n'est pas du tout la même chose que les autres justices. Et donc, ces particularités doivent être identifiées et ensuite valorisées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais appeler maintenant Monsieur Nfali Kamara, notre cher collègue. Je salue les maîtres qui sont là. Vous allez comprendre que je suis animé de deux sentiments, sentiment de peur et sentiment de bonheur. Sentiment de peur parce que je suis un microcosme dans un macrocosme. Je suis un élément tout petit parmi les grands. Et vous allez me pardonner par rapport à mes errements et aux erreurs que vous allez voir. Mais je ne peux ne pas prendre la parole aujourd'hui parce que c'est un grand jour. Et je vais parler au nom de tous ceux qui vous appellent affectueusement papa. Je m'engage vraiment à prendre la parole pour ces gens-là. Alors, j'ai fait cette contribution pour deux raisons et pour deux considérations. Une considération objective et une considération subjective. La considération objective, ma contribution, c'est la navigation internationale africaine et le terrorisme. Objectif parce que le doyen Ndiaw est le premier à réfléchir sur la thématique du terrorisme au Sénégal en 2008. Document qui est disponible à l'ancien Conseil d'État, je pense, mais à la Cour suprême. Et en 2009 également, sur la loi uniforme. Une considération subjective, je parle de navigation internationale. Je le mets en relation parce que le doyen Ndiaw m'a amené en dehors de l'université, très loin, et en dehors du Sénégal. En dehors de l'université, en 2015, quand il a été nommé au Conseil constitutionnel, il me dit « Viens avec moi au Conseil ». Je suis là, je l'accompagnais de manière formelle et sans véritablement me fatiguer sur quoi que ce soit. La même année, il m'a permis véritablement de découvrir avec l'entremise de mon frère Bodian. Un jour, je l'ai permis de se mettre debout du décollage de l'avion à l'atterrissage parce que j'ai un malaise dans l'avion. Il me dit je ne me tiendrai pas assis.
Il était resté debout à mes côtés dans l'avion jusqu'à l'atterrissage à l'aéroport. Et ils m'ont tout le temps mis en difficulté devant le secrétaire général du CAMES, parce que la première fois, il me présente devant cette haute personnalité avec les grands professeurs universitaires pour prendre la parole et faire une présentation. J'ai eu un trac et j'ai eu le même trac aujourd'hui devant monsieur le doyen et les autres professeurs qui sont dans la salle. Vous allez me comprendre. Alors, donc, j'ai dit un homme multidimensionnel. Je l'appelle monsieur éthique et monsieur déontologie. Ce n'est pas parce qu'il a été nommé à la commission d'éthique et de déontologie du CAMES, mais le doyen, celui qui le côtoie, c'est réellement que c'est un homme vraiment de valeur. Et ça, tout le monde le sait. Le doyen, c'est vraiment un homme exceptionnel, vous savez, d'une générosité exceptionnelle. Un jour, c'est une anecdote, parce que quand on fait des hommages aussi, je pense que les anecdotes sont bonnes des fois à mettre entre parenthèses. Quand on va à Ouagadougou, Bodian me dit, mon frère, prends-moi mon sac. Doyen lui dit, cette fois-ci, si vous lui remettez votre sac, vous allez prendre le mien. Donc je suis protégé, j'étais vraiment sous aile protecteur du doyen. Alors, ma contribution, c'est la navigation internationale africaine à l'épreuve du terrorisme, réflexion sur les obligations conventionnelles préventives. Je le disais tout à l'heure, le terrorisme, vous avez travaillé là-dessus beaucoup, vous avez été rapporteur de ma thèse de doctorat qui portait sur la même thématique, mais la navigation internationale, c'est par rapport à nos différents voyages et la sécurité que nous avons vue dans certains aéroports. Le doyen m'a emmené jusqu'en Chine, où je suis rentré avec un diplôme. J'étais en Chine. M'a amené au CAMES. Je ne suis pas diplômé du CAMES. Je ne suis pas académiquement. Mais le secrétariat général du CAMES m'a remis un diplôme comme expert du CAMES dans la rédaction des textes. Donc, je pense que c'est vraiment un grand pas. Vous nous avez pris au bas de l'échelle pour nous amener à ce niveau. Ma communication tournait autour de 2 points, parce que je me suis dit que aujourd'hui, ce que nous avons vu ailleurs par rapport à la sécurité aérienne, par rapport à la navigation aérienne, des mesures doivent être prises, parce qu'il ne faut pas penser simplement qu'il faut attaquer ou bien qu'il faut prendre des mesures drastiques pour véritablement agir par rapport à l'attaque. La prévention serait à la base pour faire face à ce niveau fléau qui constitue le terrorisme. Alors donc, je l'ai mis du point de vue de la navigation internationale, parce qu'il y avait des premières conventions qui ont existé. La convention de Tokyo de 1963, la convention de Montréal de 1971 et également d'autres conventions ont été prises dans le cadre véritablement de la protection de l'aviation civile, mais également dans le cadre de la navigation internationale. Aujourd'hui, juste après les attentats du 11 septembre, on a essayé de réviser un peu le cadre juridique international avec la Convention de Pékin de 2010 qui a mis l'accent un peu sur ce qu'on appelle les objets ou les engins qui devaient voyager mais qui ne doivent pas véritablement être mis dans les avions. Ils avaient pris au niveau africain un certain nombre de dispositions, je le dis avec la SECNA, mais pas toujours coordonné par rapport à ce qui se passe au niveau international. Et ça rend de plus en plus difficile la sécurité dans nos aéroports et la sûreté dans nos aéroports. Parce que chez nous, on fait une confusion souvent entre la sécurité aérienne et la sûreté aérienne. En Chine, les gens, ils ont payé plaque pour sécurité aérienne, plaque pour sûreté aérienne. Parce que la sûreté aérienne, c'est pour les défaillances institutionnelles au niveau de l'aéroport. La sécurité, c'est les risques aériens. Donc, si on parvient à faire cette distinction, je pense que la prévention deviendrait beaucoup plus intéressante. De l'autre côté, c'était par rapport véritablement à les obligations des États par rapport au terrorisme maritime. Et là aussi, au niveau international, nous avons consulté un peu les conventions posées par l'Organisation maritime internationale. Nous avons vérifié un peu les conventions qui étaient posées, par exemple en 1958 sur le droit de la mer, qui après en 1982 la convention de Montego Bay, qui prenait en compte les sécurités sans intégrer directement le terme terrorisme. On parle plutôt de piraterie maritime.
Aujourd'hui, on a atteint l'âge du terrorisme. Automatiquement, les textes ont fait l'objet d'une adaptation. Mais au niveau africain, la charte maritime africaine de 1994 a été révisée en 2007, 2008, 2009, qu'on appelle les mises à jour de Durban et d'Alger, pour essayer véritablement de prendre en compte le terme terrorisme, de quitter de la piraterie maritime au terrorisme maritime. Aujourd'hui, il ne doit pas avoir de problème par rapport à ces répressions, en imposant aux États des obligations, et de la même manière imposer des mêmes obligations aux compagnies maritimes. Alors, dans le cadre véritablement de l'aviation civile, on ne voit pas ces obligations au niveau africain qui s'imposent à ces compagnies aériennes, comme on l'avait vu au niveau des compagnies maritimes. Dans ces mises en œuvre, dans le code, la convention SOLAS et le code ISPS, imposer véritablement de la coopération entre l'Organisation mondiale de la douane, l'Organisation maritime internationale et les États pour poser des serons de prévention par rapport véritablement à ce terrorisme maritime. Ce sont ces quelques réflexions que nous avons posées dans le cadre de ces mélanges-là, adressées à ce grand monsieur qui est là, assis vraiment. J'ai même un problème véritablement pour le qualifier. Je vous remercie de votre aimable. Merci beaucoup, mon cher Fally Camara. Ça nous pousse à revoir ce que le professeur Ndiaw Diouf disait tout à l'heure. Il disait qu'il avait du mal à donner une définition à la notion d'intégration. Et M. Fally Camara vient de nous dire qu'il faut que notre système de prévention du terrorisme intègre les standards internationaux. Et donc, c'est pour dire qu'en réalité, même si nous avions dit communautaire et justice, parce que c'est intégration et justice, on a l'impression que c'est communautaire et justice. On a les deux tomes. Tome 1, c'est justice, tome 2, c'est intégration. Et pourtant, cette contribution y figure parce que la notion d'intégration, telle que nous l'avons définie, peut-être bien demande à ce que soit véritablement élargi et que l'on puisse tenir compte d'autres choses que du communautaire simplement. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention qui est très utile parce que c'est une question d'actualité qui touche le monde entier et qui n'arrive pas toujours à être réglée. Et vous nous demandez, vous êtes en train de réfléchir sur l'évitement du traitement, mais beaucoup plus la prise en compte et la priorité qui est à accorder à la prévention de cette question. Merci beaucoup, merci pour tout. Alors, nous avons un dernier intervenant, c'est M. Dafton Lekebe du Congo-Brazzaville. La rigueur des règles académiques et voire même la violence a créé de la part des jeunes enseignants que nous sommes une espèce de réflexe pavlovien qui conduit à tout dire et même à tout voir, à tout faire dans un plan. Et donc, si je peux me permettre de m'imposer un plan pour cette intervention, ce serait la gratitude d'une part et l'ingratitude d'autre part. La gratitude parce que le doyen Ndiaw Diouf représente beaucoup pour moi parce que j'ai fait sa connaissance en 2009 au Bénin. Il nous faisait cours à l'université d'Abomey-Calavi où j'étais étudiant en 2A sur la procédure des procédures collectives et il m'a dit si vous voulez faire une thèse, venez au Sénégal. Et je suis arrivé au Sénégal pour la première fois en 2010 avec en tout et pour tout dans ma poche 20 000 francs. Parce que je venais de perdre ma mère, tout ça, donc je n'avais pas de soutien. Et sans le savoir, il m'a dit « Est-ce que vous êtes boursier ?» J'ai dit « Non, je ne suis pas boursier. » Il me dit il faut faire une demande de dérogation pour les frais académiques. Et il y a des gestes parfois dans la vie que nous faisons de manière anodine,
et qui sont très significatifs dans la vie de leurs bénéficiaires. Et depuis lors, j'ai toujours bénéficié des services et des largesses dans son accompagnement scientifique, dans son soutien moral et matériel. Et pour cela, je ne pourrais pas avoir des mots justes pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour moi. L'ingratitude, c'est que j'ai violé l'interdiction formelle qu'il m'a faite d'écrire un article sur le droit pénal. Parce que pour lui, j'ai fait une thèse en droit pénal, et pour respecter cette exigence mythique de la diversification des travaux, je ne devrais plus travailler sur le droit pénal. Mais pour les mélanges qui lui sont dédiés, j'ai choisi de travailler sur les nouvelles tendances de la répression des infractions économiques en Afrique noire francophone. L'idée derrière, c'est celle de la spécialisation de la justice pénale. Or, vous savez, toute spécialisation de la justice pénale est suspecte. Ne serait-ce que parce qu'elle rappelle le souvenir pas si lointain des juridictions d'exception qui avaient une forte connotation politique. Nouvelle tendance, en réalité, pas du tout, pas tout à fait, parce que ces juridictions-là, que l'on parle du Sénégal avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ou du Cameroun avec le tribunal criminel spécial, ce ne sont pas des juridictions véritablement récentes. En revanche, avec la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin et les pôles judiciaires spécialisés au Burkina Faso, il s'agit des juridictions qui ont été nouvellement créées. Et ces juridictions-là visent la répression des infractions économiques. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la spécialisation du traitement de cette forme particulière de délinquance. Et cette spécialisation exprime une quête de l'efficacité dans la répression. Et cette efficacité se traduit par l'aménagement des règles tant de compétences que de procédures. Et pour s'arrêter un instant sur les règles de compétences, celles-ci dépendent de ce que l'on entend par infraction économique. On se rend bien compte que dans certaines législations, il s'agit des infractions précises, des qualifications précises, enrichissement illicite, corruption et infractions connexes, détournement des deniers publics pour le Cameroun, mais dans d'autres, on emploie l'expression générique d'infraction économique. C'est le cas du Bénin, alors que si vous ouvrez le code pénal béninois, il n'existe pas des infractions qui sont formellement qualifiées d'infractions économiques. Et cela peut avoir une incidence sur les règles de procédure parce qu'une personne peut tout à fait contester pour se soustraire à la compétence de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, que l'infraction pour laquelle elle est poursuivie n'a pas un caractère économique. Et cette question des compétences pose des problèmes de conflit des compétences et même des conflits de qualification. Pour prendre un seul exemple, il y a au niveau du Cameroun l'infraction prévue par l'article 180 du Code pénal camerounais, détournement des deniers publics, et il s'est posé devant les juridictions camerounaises la question de savoir, étant donné que cette infraction est punie de peines criminelles, et l'infraction prévue par l'article 891 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales du groupement d'intérêt économique est prévue des peines délictuelles, il s'est trouvé que les dirigeants des sociétés publiques étaient poursuivis sur le fondement de l'article 180 qui réprime
le détournement des deniers publics, alors que, d'après eux, la qualification conforme est celle de l'article 891. Et cela peut avoir des incidences sur la question de compétence, puisque dès lors, notamment au niveau de la cassation, dès lors que c'est la qualification de détournement des deniers publics qui est retenue, ce serait la Cour suprême qui serait compétente. Alors que si on retient la qualification de l'article 891, c'est vrai que c'est toujours la Cour suprême, mais là, la question à laquelle le professeur a fait allusion tout à l'heure se pose, notamment lorsque le pourvoi porte uniquement sur la qualification, pas sur le prononcé d'une sanction pénale, sur la qualification. Donc des problèmes de compétence peuvent se poser. En tout état de cause, cette spécialisation vise l'efficacité. Mais cette efficacité ne doit pas se faire au mépris des principes directeurs du procès pénal. Puisque vous savez, le droit pénal, comme écrivait le doyen Ndiaye Diouf, c'est un droit à haut risque pour les libertés. C'est pourquoi il est demandeur des garanties extérieures à lui. Et l'efficacité de la répression ne doit pas être le seul objectif qui vise une règle en matière pénale. Sa légitimité est fondée également sur le respect des principes directeurs en matière pénale. C'est pourquoi ces juridictions, la création de ces juridictions relance le débat sur le respect de ces principes directeurs, et nous avons eu un contentieux abondant, notamment devant la Cour constitutionnelle du Bénin, sur l'article 12 de la loi de 2018, qui interdit de faire appel des décisions de non-lieu de la commission d'instruction devant cette juridiction. Cet article 12 ne réserve qu'au ministère public le droit de faire appel des ordonnances rendues par la commission d'instruction, alors que la personne poursuivie n'a pas le droit de faire appel en cas d'ordonnance de renvoi. Et la Cour constitutionnelle du Bénin a considéré que cette décision était contraire au principe du droit au procès équitable, alors que sur la même disposition, le Conseil constitutionnel sénégalais disait 5 ans plus tôt que ce n'était pas contraire au principe du droit au procès équitable. Donc, voilà la contribution que j'ai voulu faire en honneur du professeur Touadjouf. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue Dafton. Nous travaillons ensemble dans le cadre du projet sur la portée économique des actes uniformes, et nous collaborons beaucoup entre nos universités. Et franchement, merci beaucoup pour votre contribution qui revient en tout cas sur une problématique également d'actualité en matière de justice. Hein. C'est le respect des libertés et surtout l'encadrement et la préservation des droits des justiciables. Et donc, ça revient là-dessus avec notamment la notion d'infraction économique qui ne fait pas l'objet de définition et que vous avez cherché à définir. Après, bien évidemment, l'identification des risques que nous constatons en termes de compétences liées à la spécialisation des juridictions. Nous avons pu comprendre qu'il y a effectivement des enjeux, mais c'est beaucoup plus. Hein, les mélanges sont des perspectives de recherche. Il faut les analyser comme ça pour tous ceux qui envisagent d'écrire. C'est l'opportunité d'identifier des questions pertinentes, des questions d'actualité qui méritent réflexion et sur lesquelles vous avez la possibilité de prendre position. C'est fondamentalement ça, en tout cas pour les universitaires. Et donc, les étudiants et doctorants peuvent puiser là-bas le maximum d'idées pour leur projet de recherche. Nous allons nous retrouver donc à 15h pour la cérémonie d'hommage. Merci beaucoup à tous et bon appétit à vous.